du 17-19. Alors en début de semaine avait lieu à Nantes l'université d'été d'éthique et maladies neurodégénératives, l'occasion de revenir sur les avancées scientifiques, les méthodes de diagnostic et les défis de recherche liés à ces différentes maladies. L'occasion pour nous aussi d'en parler, surtout que le 21 septembre prochain, c'est la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Pour nous éclairer sur ce sujet, nous recevons le professeur Philippe Damier. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci d'avoir répondu à l'invitation. Vous êtes neurologue au CHU de Nantes. Alors première petite question pour que tout le monde comprenne bien. Qu'est-ce que c'est exactement une maladie neurodégénérative ? Alors c'est un ensemble de maladies. En fait, les maladies neurodégénératives, c'est des maladies dans lesquelles un certain nombre de cellules nerveuses vont dégénérer progressivement, mourir, être détruites. Donc la plus fréquente d'entre elles, que tout le monde connaît, c'est la maladie d'Alzheimer, qui va du coup par la perte neuronale entraîner, être responsable de troubles de mémoire, puis de troubles de langage. Mais il y a aussi la maladie de Parkinson, qui est assez fréquente. On inclut dans ces maladies la sclérose en plaques, parce qu'il y a des processus dégénératifs qui existent, et puis il y a un certain nombre de maladies plus rares qui font partie de ce grand groupe des maladies neurodégénératives. Donc c'est pas que des maladies de sujets âgés, je crois que ça c'est un point important. Alzheimer, c'est certes des sujets relativement âgés quand ça va débuter, mais Parkinson, c'est des gens d'âge mûr, et sclérose en plaques, ça peut être des gens beaucoup plus jeunes. Donc des maladies mentales, mais aussi des maladies motrices. Alors voilà, ça peut toucher le cerveau dans différents endroits, donner des signes mentaux, nous on dit dans notre jargon cognitif, intellectuel, la mémoire, le langage, la reconnaissance des personnes, mais ça peut être moteur comme dans le Parkinson avec une certaine lenteur, ou dans la sclérose en plaques où il peut y avoir aussi des signes visuels. Donc selon la zone du cerveau qui va être atteinte, l'expression des maladies va être un peu différente. Alors il y a eu donc cette université d'été, ce colloque qui a duré 3 jours. Quels ont été les thèmes qui ont été abordés ? Alors là c'est en fait les universités d'éthique, parce que ces maladies neurodégénératives forcément posent des problèmes éthiques importants. Ça change directement la personnalité de la personne qui en est atteinte, ses relations avec autrui, qu'est-ce qu'il faut traiter, comment il faut traiter, les médicaments peuvent être dangereux. Donc c'est tous ces problèmes-là qui se posent et qui posent des questions éthiques, qui posent des questions à la société. Que faut-il faire des gens atteints de maladies neurodégénératives ? Ils entraînent des coûts importants. Est-ce que c'est encore des humains ? Est-ce que c'est des humains différents ? Donc il y a plein de questions qui se posent. Il y avait dans ces universités d'été, certes des médecins, mais surtout des soignants, des philosophes, des linguistes, donc des intervenants extrêmement variés et un public aussi très varié parce que tout le monde est concerné par les problèmes éthiques que posent ces maladies. Et justement, quelles ont été les avancées ? Alors là, c'est plus dans ce colloque d'éthique, c'est des réflexions de la problématique posée par ces maladies. On n'est pas sur un congrès scientifique avec les avancées, les dernières découvertes en termes de traitement, mais plutôt quels sont les problèmes que pose la gestion de ces patients. Donc là, vous posez les problèmes avant de trouver des solutions. Là, c'est les problèmes posés par ces maladies dans notre société. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aider les gens, les aidants parce que c'est pas facile d'être un professionnel de santé, qui soit soignant ou médecin, et de s'occuper de maladies pour lesquels aujourd'hui on a parfois des traitements, mais des traitements qui vont avoir des effets que transitoires et des maladies qui vont évoluer, qui vont déstructurer la personne, qui vont déstructurer le couple. Donc tout ça pose plein de questions. Donc c'est plus, dans l'éthique, c'est plus des questions qui sont abordées, des réflexions pour essayer de faire avancer le législateur, le décideur politique, le décideur économique sur des problèmes de société. Et comment on décèle ces maladies ? C'est souvent l'entourage qui vous alerte ? Alors ça dépend pour lesquels, sur des maladies comme sclérose en plaques ou Parkinson, et même assez souvent Alzheimer, le patient va remarquer qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas normalement en lui et va avoir des signes d'alerte. Pour Alzheimer, comme ça touche la mémoire et des fonctions plus cognitives, plus intellectuelles, c'est plus souvent l'entourage qui va s'en rendre compte. Mais pour les autres, non, c'est pas le cas. Mais l'entourage va être rapidement impliqué. C'est des maladies qui vont impacter le social, l'activité professionnelle, l'activité avec ses proches, avec ses enfants, avec ses parents. Et donc tout le monde est impacté autour. Et justement, dans ces maladies comme Alzheimer qui touchent directement le cerveau, est-ce que les malades se rendent finalement compte qu'ils sont malades ?
En début de maladie, oui. Après, quand la maladie d'Alzheimer évolue, c'est vrai que la conscience de ce qui se passe, c'est difficile puisqu'on analyse ce qui se passe en nous par notre cerveau. Donc, ce qui va entraîner ce qu'on appelle l'anosognosie. Donc, les gens ne réalisent plus complètement qu'ils sont malades. Mais ça, c'est à des stades avancés. À des stades précoces, ils réalisent tout à fait. Et ça va être une source de dépression et d'interrogation. Il y a justement eu un sondage de l'association France Alzheimer qui dit que 80% des personnes atteintes d'Alzheimer seraient conscientes des difficultés quotidiennes de leur maladie. Bien sûr, oui. Ils n'ont peut-être pas tout à fait, quand la maladie a un peu évolué, la même conscience que nous on en a, mais ils gardent une conscience importante et en phase de début, ils souffrent de ces difficultés mnésiques qu'ils constatent et ils ont de plus en plus de difficultés à retrouver les choses. Et pour les autres maladies neurodégénératives, là ils ont clairement la connaissance qu'il y a une maladie, une lenteur à faire les gestes en Parkinson, des problèmes visuels ou des problèmes moteurs ou d'équilibre dans la sclérose en plaques. Et c'est là où l'accompagnement est du coup très important. Et il y a eu un sondage Opinion Way qui a été présenté mardi soir lors de la soirée débat. Donc pour 63% des aidants, leur engagement est une évidence. Pourtant 85% estiment que leur rôle est très peu valorisé. Comment expliquez-vous ces chiffres ? Oui, je dirais que c'est une évidence parce que le patient seul, assez rapidement, va avoir du mal à se débrouiller. C'est très vrai dans Alzheimer, mais c'est vrai aussi dès que les autres maladies évoluent et le fait d'avoir un aidant est un élément important pour la bonne évolution des troubles. Un patient qui est isolé a un pronostic bien moindre, va se retrouver en institution, va avoir une maladie qui va évoluer beaucoup plus rapidement. C'est vrai que les aidants ne sont pas toujours reconnus alors que c'est des pièces maîtresses dans l'équilibre thérapeutique de ces patients. Les aidants sont souvent des proches. Souvent, c'est le conjoint, très souvent, mais ça peut être un enfant ou un ami, selon les cas. Mais très souvent, c'est le conjoint. Alors en plus, comme ces maladies sont des maladies qui se voient, les maladies neurologiques, les patients sont souvent un peu stigmatisés, c'est des maladies qui font peur, donc l'entourage a tendance à se réduire au seul aidant proche. Et on peut lire aussi dans ce même sondage que 30% des malades vivent chez leurs aidants et 44% chez eux. C'est donc une aide assez lourde. Et reçoivent-ils une formation pour les proches ? Alors, par exemple, il commence à se mettre en place des programmes d'éducation thérapeutique qui peuvent être orientés sur les patients ou sur les aidants. Et il y a des programmes de formation aux aidants. Alors de formation pour savoir comment s'y prendre, mais aussi de moments où ils peuvent échanger avec d'autres aidants, de voir qu'ils ne sont pas seuls dans ces difficultés, qu'il y a des petits trucs qui peuvent être trouvés et donc plein de choses pratiques peuvent être utiles. Et je crois que c'est aussi important qu'ils aient des temps de discussion et où on comprend les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Alors on l'a dit tout à l'heure, la maladie neurodégénérative la plus connue, c'est la maladie d'Alzheimer. Où est-ce qu'on en est dans la recherche ? Alors la recherche avance pas mal parce que c'est un défi énorme. En France, c'est de l'ordre d'1 million de personnes et ça va être encore plus dans les années qui viennent avec le vieillissement de la population. Donc il faut absolument qu'on trouve. Actuellement, on teste, il y a pratiquement 1500 produits qui sont testés de par le monde pour essayer de ralentir, corriger cette maladie. Parce qu'aujourd'hui, les traitements ont une certaine efficacité en début de maladie. C'est pour ça qu'il est important d'en faire le diagnostic. Mais cette efficacité reste pour la plupart des patients assez limitée ou limitée pendant quelques années. Et on espère, par des nouveaux traitements, être de plus en plus efficace pour au moins ralentir l'évolution. Justement, comment on se fait diagnostiquer ? Par exemple, moi, j'ai aucune mémoire immédiate, c'est-à-dire que je sais jamais où je mets mes clés, ma télécommande, mes affaires, mais ça ne veut pas dire pour autant que j'ai Alzheimer. Comment est-ce qu'on se fait diagnostiquer ? A priori, comment on se fait diagnostiquer ? Les formes de début précoces existent, mais sont très rares dans la maladie d'Alzheimer. Vous me faites peur, professeur. Mais les troubles de mémoire, tels que vous décrivez, les petits troubles de mémoire qu'on peut avoir de temps en temps, perdre ses clés, ne plus retrouver, c'est pas un objet qu'on a posé quelque part, c'est généralement des troubles attentionnels qui vont être présents si on est un peu fatigué, si on a fait un peu la fête la veille. Voilà, ça c'est des troubles attentionnels. Quand il y a des troubles de mémoire dans la maladie d'Alzheimer, ça va être des problèmes généralement plus conséquents qui se répètent. Après, on a un certain nombre de personnes qui
arriver vers 50, 60 ans, on se dit tiens, ma mémoire est moins bonne, est-ce que je débuterai pas ces maladies? À ce moment-là, ils vont généralement consulter un spécialiste, un neurologue qui par quelques tests va pouvoir voir si on est sur des problèmes de mémoire qui sont relativement bénins, habituels, liés à des difficultés attentionnelles, ou si on est réellement sur un vrai problème de mémoire, de mémorisation, qui peut être le signe d'un début de maladie d'Alzheimer. Eh bien, merci beaucoup Philippe Damier. Je le rappelle, vous êtes professeur neurologue au CHU de Nantes, de nous avoir un petit peu plus éclairé sur ces maladies neurodégénératives. Je le rappelle, cette semaine avaient lieu les universités d'été d'éthique des maladies neurodégénératives. Merci beaucoup d'être passé dans nos studios. Et puis nous, bien sûr, on va continuer dans quelques instants avec la musique. 18h41 sur Sun. Avant de se quitter, on va bien sûr donc continuer en musique avec dans quelques instants une dédicace Mason. Vous avez choisi d'écouter Dolly avec Partir Seul et vous pouvez l'entendre. Tudor Cinema Club avec Changing of Season. Restez bien là. Le 17-19 revient juste après ça.